retrouve donc Daniel Haïk à Jérusalem et nous ouvrons ce matin la revue de presse par une révélation surprenante sur une opération qui nous ramène au début de l'année 1982. Opération qui aurait pu changer le cours de l'histoire. Mais alors, de quoi s'agit-il, Daniel ? Eh bien, il s'agit, Lana, d'une révélation qui figure ce matin en manchette du Yediot Aharonot et qui sera détaillée demain dans l'édition du Shabbat du grand quotidien israélien. La censure militaire en Israël a en effet autorisé à la publication un épisode jusque-là inconnu de la guerre que se menait au début des années 80 l'État d'Israël et l'OLP de Yasser Arafat. Le 1er janvier 1982, Yasser Arafat et l'ensemble de la direction de l'OLP, dont Abu Jihad se trouvait dans le stade de Beyrouth et saluait la foule. Ils ne pouvaient pas savoir que les services du Mossad avaient fait déposer sous leur siège des centaines de kilos de dynamite qui devaient exploser. Ils ne pouvaient pas savoir également qu'à l'extérieur du stade se trouvaient 3 voitures piégées et que l'objectif d'Israël était d'éliminer Yasser Arafat et de décimer la direction palestinienne. Les responsables de l'opération attendaient le feu vert du Premier ministre de l'époque, Menachem Begin, avant de faire exploser leur charge. Mais finalement, Begin n'a pas donné ce feu vert. L'opération a été annulée. 6 mois plus tard, Israël déclenchait à la suite d'attaques incessantes de l'OLP sur le nord d'Israël l'opération Paix en Galilée, la première guerre du Liban. C'est Ronen Bergman, le spécialiste des services secrets israéliens du Yediot Aharonot, qui relate cet épisode jusque-là inconnu. Mais revenons à notre époque, à nos jours, et avec d'autres défis et d'autres espoirs. Le Yediot Aharonot consacre la seconde moitié de sa première page ce matin à la lutte contre le coronavirus et il annonce une percée dans les pourparlers entre Israël et la compagnie Pfizer sur la voie d'un marché qui permettra à Israël de se doter de quelques 3 millions de vaccins. Il s'avère que Benjamin Netanyahu a fait usage de sa grande expérience diplomatique hier et il s'est entretenu avec le directeur général de Pfizer, Albert Bourla. Il s'avère que ce dernier est issu d'une grande famille juive de Salonique, en Grèce, et qu'il est très fier de ses origines juives et grecques, et très satisfait justement de la manière dont Benjamin Netanyahou a consolidé au cours des dernières années les relations entre la Grèce et Israël. Ce qui a permis de rapprocher très rapidement les deux hommes et d'avoir une conversation chaleureuse et cordiale. Grâce au talent de négociateur du Premier ministre, Israël donc pourrait être l'un des premiers pays à disposer du vaccin, donc pour au moins un tiers de sa population. Le Israël Hayom confirme cette information grâce au lien de juifs, écrit le journal. Le vaccin de Pfizer est en route vers Israël. Mais ce n'est pas ce matin le titre lié à l'épidémie le plus important. Le Israël Hayom indique en effet en manchette que l'approche du nouveau coordinateur national de lutte contre le virus, le professeur Nachman H, est radicalement différente de celle de son prédécesseur Roni Gamzou qui termine sa mission cette semaine. Le professeur H est favorable au confinement et il devrait recommander l'entrée d'Israël dans un 3e confinement si le taux de morbidité ne parvient pas à descendre au cours des 2 prochaines semaines. Et si reconfinement il devrait intervenir à Hanouka, ce qui fait dire au Yediot Aharonot que la prochaine fête de Hanouka risque d'être bien triste, et ce qui a fait dire hier soir sur le journal télévisé de la chaîne 12 à Yair Cherki, le jeune correspondant de la chaîne dans le monde religieux, qu'il y avait quelque chose de gênant dans le fait que les confinements et reconfinements en Israël soient calqués sur le calendrier des fêtes juives depuis Pessah jusqu'à Hanouka en passant par les fêtes de Tishri. Dans le Yediot Aharonot, le comique israélien Tuvia Safir écrit ce matin en première page à propos de ce Hanouka en repli et en demi-teinte qu'il faut envers et contre tous s'efforcer de voir la lumière au bout de ce tunnel. Et puis, dans toutes ces informations préoccupantes, il y a une information qui est plus encourageante. Eilat peut pousser enfin un ouf de soulagement. Après 2 jours de retard, la Knesset a en effet voté hier soir la fameuse loi sur les îlots touristiques qui va permettre la réouverture des hôtels de la cité balnéaire et des rives de la mer Morte. C'est le Maariv qui le mentionne ce matin en évidence sur son site d'information. Quant au Haaretz, il critique, comme à son habitude, Benjamin Netanyahou et lui reproche de ne pas s'être occupé à temps du dossier des vaccins. Le Yediot Aharonot insiste en pages 2 et 3 ce matin sur les intentions du cabinet Corona d'instaurer un couvre-feu nocturne en échange de la réouverture des centres commerciaux. Le Yediot se penche avec certaines réserves sur cette proposition faite par Benjamin Netanyahou qui a pour but essentiel d'empêcher la tenue de mariage tant dans la communauté juive que dans la population arabe. Il affirme que l'efficacité de ce couvre-feu nocturne n'a pas été prouvée, qu'au lieu de se retrouver le soir, les gens se retrouvent en fin d'après-midi, comme cela a été le cas en particulier en Europe occidentale, et enfin qu'il sera impossible à la police de faire respecter un tel couvre-feu.
La presse et les sites d'information se penchent ce matin encore sur la crise politique qui gronde. On fonce vers des élections en 2021 et la campagne électorale semble bien avoir déjà débuté. Titre ce matin, le Israël-Hayom, l'angle abordé à ce propos par le journal est intéressant. Selon Mati Tourfeld, son correspondant politique, Netanyahou est certes déçu par l'échec de Donald Trump aux élections présidentielles américaines, mais finalement, l'arrivée de Joe Biden à la Maison-Blanche pourrait lui être bénéfique en cas d'élection législative israélienne en mars prochain. Elle lui permettrait en effet de rappeler à son électorat hésitant qu'il a su résister pendant 8 ans aux pressions de Barack Obama et qu'il saura donc faire face à celle de l'administration Biden. Ceci étant, le Times of Israel indique qu'au sein du parti bleu-blanc, de plus en plus de députés veulent quitter la coalition et provoquer un divorce avec le Likoud qui projetterait le pays vers de nouvelles élections. 5 députés bleu-blancs menacés de faire scission et de créer un groupe parlementaire indépendant si Benny Gantz devait décider de ne pas mettre fin au gouvernement d'union nationale face au refus de Benjamin Netanyahou de voter le budget pour l'année 2020 et 2021. Et puis Daniel, les quotidiens israéliens reviennent également ce matin sur un développement juridique important intervenu hier soir. Oui, le Premier ministre et ses avocats ont en effet déposé hier une demande de rectification des actes d'accusation pour vice de forme devant le tribunal de district de Jérusalem, ce même tribunal qui doit juger M. Netanyahou à partir du mois de janvier prochain. Cette information est en page d'ouverture du Maariv qui se demande ce que cette démarche dissimule. Selon l'analyse du Maariv, Netanyahou pourrait en effet entamer son procès, mais après avoir évalué ses chances de s'en sortir, il pourrait accepter un compromis qui l'obligerait à se retirer de la vie politique. Toujours selon cette analyse du Maariv, le conseiller juridique du gouvernement Avichai Mandelblit serait moins enclin aujourd'hui qu'il ne l'était en 2018 à accorder une telle option de compromis à Benjamin Netanyahou sans que celle-ci ne puisse inclure une période d'emprisonnement pour le Premier ministre. Mais nous n'en sommes pas encore là. C'est la fin de cette revue de la presse et des médias.